La frénésie du bonheur liquide la morale sur l'autel du narcissisme. C'est ce qu'écrit le philosophe Luc Ferry dans sa toute fraîche Frénésie du bonheur différé au bonheur immédiat. N'est-il pas étonnant en 2023 d'entendre encore parler de ce bonheur, en plus sous la plume d'un philosophe qui a dû lire et travailler ses classiques de base. Bonheur, plaisir, vertu, à croire qu'aujourd'hui encore, en 2023, bientôt en 2024, cette époque où la quête de sens taquine, vire, voire obsède les nouvelles générations, eh bien, il était temps, aujourd'hui, avec vous sur Radio Notre-Dame et sur RCF, de l'explorer. Alors attaquons, messieurs, si vous le permettez. Faut-il arrêter de confondre, bonheur et plaisir pour convaincre nos auditeurs, je l'espère, pour être heureux en tout cas? Eh bien, question du jour dans cette émission. Et j'ai la joie, justement, pour en parler, pour explorer, de recevoir mes deux invités qui sont Henri Quinson. Bonjour Henri. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Pour ça, vous attaquer tous les deux en tant que vraiment, là pour le coup, spécialiste, on peut le dire, à l'image de Luc Ferry, peut-être qui nous écoute. Vous qui êtes traducteur, écrivain, membre fondateur de la Fraternité Saint-Paul, qui êtes philosophe, on peut le dire. Vous êtes l'auteur de ce dernier ouvrage, notamment, Et l'homme devint Dieu aux éditions du Passeur. Ça rejoint tout à fait en plus notre sujet du jour. Et Gilles Payet qui est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Marie-Ange. Alors, vous qui êtes sophrologue, coach, vous avez publié tout récemment 365 jours pour prendre soin de soi, aux éditions ESF. Absolument. Et dans lequel, eh bien, évidemment, on entend forcément parler, on lit forcément un peu quand même le mot, si ce n'est le mot bonheur, en tout cas joie ou du moins plaisir. J'imagine que ça fait plaisir, ça fait partie, évidemment, c'est presque une injonction, nous dit d'ailleurs Jules Ferry. Alors oui, les philosophes parlent souvent d'injonction du bonheur, les marchands de bonheur, comme ils les appellent. Et lorsqu'on commence à creuser vos trois mots, Marie-Ange, sur ce sujet terrible que vous nous proposez aujourd'hui, le bonheur, le plaisir, être heureux, être malheureux, le pendant, etc. C'est pas facile parce que tous ces mots se confondent un petit peu, effectivement, et votre sujet est un bon sujet. Je vous remercie, on a 52 minutes, tout va bien. Henri Quinson, évidemment, ça vous a surpris, enfin évidemment, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que vous avez été un peu surpris de prime abord par ce sujet. Mais finalement, il semble quand même d'actualité. Oui, il est complètement dans l'air du temps, tout à fait. Surpris qu'on m'invite moi. Je suis content qu'on pense au bonheur et au plaisir quand on m'invite. Mais en tout cas, c'est une question redoutable. Alors, le plaisir, c'est peut-être l'aspect le plus simple parce que maintenant, il y a toute une approche qui, sans être philosophique ou théologique ou anthropologique, est une approche, je dirais, quasi médicale du sujet. C'est-à-dire que vous avez de la production de dopamine et donc on arrive à expliquer le plaisir. Et le plaisir, d'un point de vue anthropologique, c'est quelque chose de positif tant que ça ne devient pas une addiction. C'est le gros problème du plaisir, c'est que s'il faut toujours du plaisir dans l'idée que ça c'est lié au bonheur et que donc pour être heureux, il faut avoir tout le temps du plaisir, en effet, ça va être un problème. D'une part parce qu'on peut pas avoir il y a aussi de la douleur et de la souffrance dans la vie. La Bible d'ailleurs, quand on la regarde, c'est surtout une histoire de nombreux malheurs. Oui, on est d'accord. Totalement reliés d'ailleurs à l'actualité, pour parler que du Proche-Orient. Ouais. Puisqu'en fait, Israël, Dieu lui a donné une terre, dit-on dans la Bible, mais après, il y a eu l'exil, la destruction du temple, etc. Et donc, que reste-t-il finalement de toutes ces promesses de bonheur ? Mais le bonheur, c'est plus compliqué. Alors, c'est lié à la sérotonine quand on a une approche comme ça, plutôt biologique, on va dire. Et ça, c'est plutôt l'idée de quelque chose de plus stable, de plus durable, et qui nous permettrait d'échapper à des addictions. Mais une fois qu'on a dit ça, en effet, c'est très compliqué de définir ce qu'est le bonheur. Faut-il chercher le bonheur pour lui-même ? Est-ce que le bonheur est donné par surcroît ? Parce que étymologiquement, le bonheur, il y a le mot « bon », donc ça, c'est positif, très bien. Mais heure, comme d'ailleurs en anglais happiness, happy c'est aussi l'idée du hasard. Donc le bonheur, heure c'est le hasard. Et donc l'idée du bonheur, oui, étymologiquement le bonheur ne dépend pas de nous, c'est un hasard. Et d'ailleurs on parle du malheur et le malheur s'abat sur vous, fond sur vous. Donc vous n'êtes pas maître ni du malheur ni du bonheur et donc ce serait plutôt du pile ou face. Et alors de ce point de vue-là, que ce soit le coach ou le chrétien que je suis, on est un peu démunis parce que alors si c'est le hasard pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou la providence, ou au contraire le malheur, le diable qui est dans les détails qui vont vous abattre, qu'est-ce qu'on est censé en faire ? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un sujet assez difficile parce que déjà étymologiquement,
l'idée de bonheur est quelque chose qui nous dépasserait, sur lequel on n'aurait pas contrôle. Alors que je pense qu'aujourd'hui, les marchands de bonheur, au contraire, vous disent: «Ne vous inquiétez pas, nous avons une solution. Nous allons vous offrir le bonheur clé en main. Il suffit de suivre nos conseils, Ouais. éventuellement contre rémunération», parce que c'est aussi un commerce Ça se monnaie. C'est terrible, ce aujourd'hui. qu'on est en train d'évoquer là. Je pense que voilà, c'est ça, c'est une frénésie. Donc, hein, un peu. Alors, voilà les trois, par exemple, définitions. Il y en a plein, 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 évidemment. Qui n'a pas parlé du bonheur, hein, depuis Socrate jusqu'à maintenant, jusqu'à Luc Ferry, donc. Oui. Alors, Aristote, le bonheur consiste dans la vie heureuse, et la vie heureuse, c'est la vie vertueuse. Là, il est question de vertu. Très important. Voilà, Jules Barbet d'Aurevilly, le bonheur consiste dans la vie heureuse, et la vie heureuse. Ah bah je me suis trompée. Pardon, André Mauroy, le bonheur n'est jamais immobile, le bonheur c'est le répit dans l'inquiétude. Et ben je vous avoue que j'aime beaucoup cette citation. C'est le répit dans l'inquiétude. Absolument. D'arriver à trouver dans les malheurs ou dans les moments de pression de notre vie des îlots, des laps de temps. André Comte-Sponville, vous avez évoqué Luc Ferry, vous avez évoqué bien sûr Henri Quinson qui est présent, et merci Henri d'avoir donné tout ce champ de définition qui clarifie un petit peu le sujet, puisqu'on a tendance effectivement à confondre tous ces termes. Mais moi j'aime bien la définition aussi d'André Comte-Sponville. Ouais. J'ai consulté une conférence assez récemment dans l'idée de préparer cette émission, et lui parle de laps de temps. Vous parliez de durabilité du bonheur et d'objectifs un peu vains, c'est-à-dire effectivement c'est le hasard heureux, le bonheur, le malheur et le hasard malheureux, on pourrait le dire comme ça également. Et lui parle de laps de temps durant lequel toute joie est immédiatement possible. C'est sa définition du bonheur, et c'est Possible, vrai. c'est-à-dire qu'elle n'est pas là, elle est possible. Elle est Hein. possible, et Intéressant on ça. peut l'attraper, elle est là, elle est sous-jacente, où on la vit, on vit cette joie, ou on vit ces joies, mais il parle surtout de laps de temps. Et pour avoir un peu creusé, un peu, un peu planché sur les différentes notions que vous nous proposez en réflexion aujourd'hui, j'aime bien, moi, l'idée du temps. C'est-à-dire le bonheur sur toute une vie. Est-ce qu'on peut viser un bonheur sur toute une vie? Je pense que c'est vain, je pense que ça n'est pas possible pour les raisons qu'on a évoquées. En revanche, on peut avoir un bonheur qui dure. Est-ce qu'un bonheur peut durer 5 minutes? Est-ce que ça serait dans la définition du bonheur, d'après André Comte-Sponville? Oui, puisqu'il Oui, parle de laps de laps temps. de temps, donc il ne dit pas une semaine, un mois, une année, une vie. J'ai en mémoire aussi une mémoire d'il y a 4-5 ans, où une tante qui était à 15 jours avant son décès, donc à qui je rends visite, une tante éloignée, me dit: «Mais tu sais, mon Gilou», c'était la façon dont elle m'a appelé, mon prénom est Gilles, donc elle m'appelait mon Gilou, «je pars sereine, car je peux dire que j'ai eu une vie heureuse». Waouh, magnifique, Et hein. non seulement cette phrase, je la trouve belle, j'espère la faire mienne au moment où j'arriverai dans cette situation. C'est presque, c'est pas un objectif, mais j'ai ça en point de repère, du coup, depuis 4-5 ans. Et surtout, elle m'a appris que on peut faire aussi un bilan général, un bilan global de vie heureuse, donc de bonheur sur l'ensemble d'une vie. Je pense que c'est possible de faire le bilan quand on a une vue globale. Et on peut se dire qu'on a une vie avec un bonheur assez présent, ou faire une sorte de synthèse où la synthèse, c'est plutôt le bonheur que le malheur. Je pense qu'on peut le faire quand on fait le bilan. En revanche, quand on fait face à l'avenir, c'est plus compliqué, je trouve, d'essayer de viser le bonheur. Ou je pense que c'est pas vraiment possible en Mais réalité. est-ce que nos anciens le faisaient, en fait on remarquait Bah, la traduction, le Socrate, en tout cas, s'interrogeait sur cette dans, histoire du bonheur. Mais dans la tradition juive, ce qui est très frappant, c'est que dans la prière juive, vous avez les 50 psaumes, donc dans la Bible juive et dans la Bible chrétienne, et qui sont entrés donc aussi dans la liturgie chrétienne, notamment monastique. oui, Et le psaume numéro 1 commence par un mot qui est « heureux l'homme ». Et clairement, dans ce premier psaume, c'est l'idée qu'il y a deux chemins. Le chemin du bonheur qui consiste à suivre la loi de Dieu, la voie de Dieu, le chemin de Dieu. Après, il faut s'entendre sur les mots. Mais l'idée qu'il y a quand même une direction. Et vous avez noté ce mot vertu. Alors, vertu, je ne sais pas si aujourd'hui les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Mais c'est l'idée de développer en soi un certain nombre de potentialités qui ont un caractère éthique, et qui vont faire que quand il s'agit de prendre des décisions, on va prendre la bonne décision par rapport à notre référence justement ouais. éthique, donc notre conception de l'homme, et si c'est sur le plan théologique, notre conception de Dieu. Et donc l'idée de faire cette volonté de Dieu, de suivre la voie qui est la voie bonne
pour l'homme aussi, puisque Dieu, dans la tradition juive et chrétienne, veut le bonheur de l'homme, veut le bien de l'homme, de l'humain. À ce moment-là, il y a clairement dans la tradition juive, je pense quand même cette idée de béatitude. Et les béatitudes, on en parle chez les chrétiens, puisque Jésus, dans 2 des évangiles, Heureux êtes-vous, voilà, c'est- heureux êtes-vous, voilà. Et Ouais. parallèlement, dans l'une des versions des béatitudes, vous avez également une série de ce qu'on a appelé malédictions. C'est pas l'idée que Dieu va envoyer des malédictions, mais malheureux êtes-vous, les riches, si vous vous C'est vrai. contentez des richesses. Et par contre, heureux les pauvres de cœur. Voilà. Donc il y a toute une série de propos dans les traditions, puisque vous parliez, est-ce que les anciens se posaient ces questions? Ma réponse est oui. En tout cas, certainement dans la tradition juive et chrétienne, je pense que vous m'invitez un peu aussi pour parler de Absolument. ces sources-là. Oui, clairement, il y a des références au bonheur. Cela dit, d'un point de vue chrétien, je pense que dès lors qu'on affirme que Dieu est amour, que Jésus, qui est donc la source principale pour les chrétiens de leur sagesse par rapport à cette question, si Jésus dit que le plus gros commandement de la tradition juive, c'est aimer Dieu et aimer son prochain, si l'évangéliste Jean termine en disant Dieu est amour, on peut comprendre que l'essentiel, c'est l'amour, et que donc le bonheur n'est pas l'essentiel. On ne dit pas que Dieu est bonheur, Non, mais c'est que vrai. sans doute qu'en cherchant cette voie, que ce soit, donc je vous dis, dans les psaumes, où il y a l'indication de cette voie, enfin dans toute la tradition juive, au demeurant, une voie qu'il faut suivre, hein, le décalogue, il y a toute une série de choses qui sont, et c'est important, je pense, dans la question du bonheur, c'est qu'en effet, alors que le plaisir peut être quelque chose peut-être de solitaire, de matériel, de ponctuel, l'idée du bonheur est quand même aussi l'idée d'une question relationnelle. Ouais. Et aimer Dieu, aimer son prochain, on voit qu'au cœur, c'est relationnel. Dans le décalogue, déjà, donc ces 10 commandements, vous avez, de mémoire, je crois, 6 commandements sur 10 qui concernent notre prochain. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Donc je pense que dans le bonheur, il y a l'idée d'une relation aux autres. Et il me semble que dans la période moderne, on a basculé dans l'idée d'un bonheur collectif aussi. C'est pas simplement individuel. Dans Ouais. la Constitution américaine, puisque je suis Ah, franco-américain, vous avez The Pursuit of Happiness. L'homme, dans la Constitution américaine, on dit que ce qui est important, c'est 1, la vie, donc on vous préserve la vie, 2, la liberté, et 3, The Pursuit of Happiness, la poursuite du bonheur, qui est une poursuite certes c'est étonnant, hein. individuelle, mais qui doit être protégée par la Tout Constitution. ça est quand même plein de paradoxes, hein. Vous en conviendrez, Oui, j'imagine, l'un c'est et très l'autre. paradoxal. Voilà ce récent sondage. Non, enfin, je commence par l'ancien. En 2008, 62% des salariés préféraient travailler plus pour gagner plus et 38% souhaitaient l'inverse. En 2022, 61% voudraient travailler moins, quitte à gagner moins, et 29% seulement avoir un meilleur revenu en travaillant plus. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est quand même un sacré, comment peut-on dire, une photographie assez intéressante, en tout cas, de notre société. Alors intéressante, Payet. et on pourrait presque dire, en tout cas sous ces statistiques-là, que l'on va plutôt dans le bon sens, même si la société, moi je la trouve très matérialiste, elle est Oui, beaucoup dans l'avoir, dans le verbe avoir. il y a Euh, du en même temps partout, hein. Il y a du en même temps partout, On a l'impression effectivement. que c'est très étrange, ce passage 2020-2016. Hein, c'est un sondage de 2022, mais apparemment, il y a une bascule en 2016 pour ce sondage, ce même sondage qui est posé chaque année. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que on parle de crise, mais en fait, il faut peut-être prendre le sens là aussi littéral de sorte de rebond où les gens se réveillent. Peut-être un grand réveil. Assistons-nous à un grand réveil. Alors Et je pas ne sais. seulement. Oui, Mais pas seulement. pas seulement, en tout cas si c'est un grand réveil, je le souhaite, bien sûr. Ah, c'est très optimiste, notre Gilles. Mais oui, il faut être optimiste. En tout cas, il faut donner les points de repère plutôt aidants. C'est ce que moi, j'essaye de transmettre en tant qu'auteur, en tant que sophrologue, c'est vrai, en tant que coach. Et il me semble, moi, que plutôt que le avoir ou les possessions, ce que vous évoquez, la richesse, ce que Henri Quinson évoquait, ou Ouais, ce sondage le quand fait même, de hein. moins avoir d'argent, si Ouais, tout à fait. l'argent n'est plus un guide absolu. On sait très bien que, par exemple, sur les causes de démission, c'est pas l'argent, c'est pas la mauvaise rémunération, c'est la mauvaise reconnaissance, Ouais. et souvent du management. Et c'est la première cause de démission. Lorsqu'on interroge les gens sur les causes de démission, c'est ça, c'est pas l'argent. L'argent vient dans l'équation, bien sûr, mais pas en première raison. Donc, c'est la reconnaissance de qui je suis, l'accompagnement de ma progression personnelle. On est sur des choses assez intimes, c'est intéressant et c'est cette reconnaissance qui peut procurer ce sentiment d'appartenance, peut-être derrière le bonheur.
que j'ai à me lever chaque matin, à faire partie de cette équipe. Vous évoquiez, Henri, l'aspect individuel des plaisirs. Moi, je crois beaucoup aussi, en tout cas, c'est une voie vers laquelle on pourrait tendre un peu plus, vers le fait d'avoir plus de plaisir collectif. Dans les métiers qui sont les miens, je suis formateur donc de groupe. Le coaching, c'est plutôt individuel. La formation, c'est plutôt, demain, je serai dans une banque avec 7 stagiaires. Ce moment, je le sais, sera heureux parce que le sujet d'intervention est heureux, parce que je sais embarquer un groupe et parce que je sais qu'à la fin de la journée, demain à 17 heures et vendredi à 17h01, quand ils quitteront la salle, on aura vécu une expérience de groupe heureuse, on aura eu du plaisir. Alors, je ne sais pas si ça peut s'appeler du bonheur, c'est toujours la différence et l'appréciation des mots. Et surtout le fait aussi, en réfléchissant à tous ces mots, Marie-Ange, ce que je me disais, c'est que ces notions de plaisir, de bonheur, le fait d'être heureux ou malheureux, c'est des notions très relatives. Il y a des situations dans lesquelles vous seriez malheureuse et dans lesquelles je serais heureuse. Pourtant, on vit exactement la même chose. Donc le malheur et l'heure, L apostrophe H-E-U-R, ce sont des choses aussi relatives. On a parlé de définition, mais c'est aussi un ressenti. C'est aussi un ressenti, donc c'est aussi le point de vue que j'ai sur les choses. Je pensais, voyez, en réfléchissant à tout cela, pour avoir une référence peut-être plus en accord avec les auditeurs de cette radio, je pensais à Sœur Emmanuel. La vie de Sœur Emmanuel au Caire, une vie de dénuement, d'aide permanente. Je pense que 99% des personnes qui nous écoutent, n'auraient pas souhaité du tout. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient très heureux à vivre ce que sœur Emmanuel a réussi à faire dans sa vie. Donc, on vit des choses, on a une appréciation sur est-ce que ces choses nous provoquent de la dopamine ou pas, ce que vous évoquiez, Henri, pour l'aspect purement médical, purement physiologique ou pas. Je pense on a des interprétations différentes aussi des mêmes situations de bonheur ou de malheur. Eh bien, un laps de temps peut-être parfois féerique, en tout cas, qui nous élève, celui du Corrente, sonate opus 2, numéro 3, pour violon et basse continue de Vivaldi, que nous écoutons tout de suite. Et voilà pour Vivaldi sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous parlons de bonne heure. Peut-être est-ce une bonne heure avec mes invités aujourd'hui. Faut-il arrêter de confondre bonheur et plaisir pour être heureux? Faut-il viser le bonheur? Faut-il viser cette laps de temps de chaque instant? En tout cas, possible, potentiellement accessible, je ne sais pas. C'est à vous de nous le dire. Henri Quinson est avec nous, lui qui a écrit Et l'homme devint Dieu, notamment aux éditions du Passeur, qui est écrivain, qui est... Bien, vous êtes exégète, non, un peu? Je Vous suis, êtes bon quand même, vous hein, savez, j'ai fait théologie. Sciences Po et on est spécialiste des idées générales, Ah, c'est vrai, vous comme êtes on bon en dit, tout. soit de manière très négative, soit de manière plus positive. Non, mais surtout, j'ai eu, et ça rejoint un peu la question qu'on se posait tout à l'heure, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie. Certaines personnes disent plusieurs Ouais. vies, je n'aime pas cette expression, c'est toujours une seule existence. Mais comme j'ai été à la fois trader, après j'ai passé 5 ans dans un monastère à l'abbaye de Tamier, 15 ans dans une cité HLM, après je me suis C'est peu occupé commun. voilà, et donc je sais que je suis dans des livres les lycéens étudient mon cas, dans le cas des mobilités sociales descendantes La volontaires. classe, dites Voilà, donc. donc je suis un cas d'école. Et en fait, ça rejoint un peu la question, c'est-à-dire que c'est vrai que dans une société très matérialiste, on peut s'imaginer que le bonheur va venir d'un certain confort matériel. Je pense que ça a été l'objectif certainement au cours de ce que Jean Fourastier appelait les 30 Glorieuses, une époque pendant laquelle il y avait de la croissance économique, de l'emploi, un pouvoir d'achat qui augmentait. Et pour les gens, et c'est tout à fait légitime, ils étaient contents d'avoir un chauffage central, une douche, et puis la télévision, etc. Donc il y avait tout ça. Et je pense que par rapport aux chiffres que vous mentionniez tout à l'heure, je pense qu'on en est un peu revenu. Et la jeune génération est à la fois confrontée à des questions très, très graves et qui sont des questions communautaires au sens planétaire du terme, qui sont la question de l'environnement, la survie des espèces et de la survie d'Homo sapiens lui-même. Donc on est rentré dans une phase qui est beaucoup plus, j'en parle dans ce livre que vous avez mentionné, Et l'homme devint Dieu, spiritualité pour un monde adulte. Je pense Ouais. qu'on est rentré dans, si vous voulez, une espèce de pessimisme d'atmosphère dans lequel la question de l'espérance et du bonheur ont pris une acuité particulière, et certainement il y a eu un déplacement des curseurs, notamment par rapport au travail, puisqu'on a aussi beaucoup des questions de burn-out. Enfin, Gilles connaît sans doute ça mieux que moi. D'être malheureux au travail, le bonheur au travail est devenu un vrai sujet aussi pour les gens.
et comment on est largement rentré aussi dans une société qui est une société du loisir, du temps Ouais. libre. Mais en même temps, comme aujourd'hui, il y a une question de pouvoir d'achat pour beaucoup de gens, ça devient très compliqué de savoir comment on choisit soi-même un style de vie qui peut, en effet, vous rendre heureux. Parce que mine de rien, ce qui vous a fait, enfin, sans rentrer une fois de plus dans votre parcours, on peut dire ça comme ça, Henri Casson, c'était quand même une certaine forme de bonheur, enfin de promesse de bonheur que vous Ah, moi, si, visiez si vous me dans posez vos la changements. question, suis-je heureux dans mes différentes étapes de vie, La réponse était oui? ma réponse est oui. À chaque fois, D'accord. j'ai été heureux et pourtant, j'étais dans des situations totalement différentes. Et ça, d'ailleurs, C'est étonnant, hein? d'un point de vue, je dirais, expérimental, c'est-à-dire de rencontrer des gens, parce que je me rappelle quand j'allais au cinéma tout jeune à Auteuil-Bon-Ciné, ici à Paris, à l'époque, c'était 5 francs la place, ça fait rêver. Ça nous rajeunit pas cette affaire, ouais. Il y avait une publicité qui était les bonbons créma, ça ne s'explique pas, ça se déguste. Ah, Et ça je me dirais le bonheur, puisque c'est très difficile à définir et aussi très difficile de communiquer le bonheur à quelqu'un, je pense qu'en effet, c'est un côté un peu mystérieux, insaisissable, un peu on comme peut rentrer chez nous Dieu alors? lui-même. Voilà, c'est dit. Ouais, non, mais en fait, ce qui est intéressant, en revanche, c'est les témoins. C'est-à-dire, quand vous rencontrez des gens heureux, vous voudriez connaître la recette. C'est comme si vous mangez un bon plat, vous C'est dites vrai. comment vous avez fait ce bon gâteau. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup plus à des témoins heureux qu'à des professeurs de bonheur, parce que Qui sont peut-être malheureux d'ailleurs dans leur voilà, vie parce que personnelle. bon, si vous voulez, la théorie est une chose, mais la pratique de voir quelqu'un d'heureux, et moi, mon expérience, c'est que j'ai vu des gens qui étaient très pauvres, heureux. Donc c'est apparemment Ça pose pas. vraiment une vraie Ça ne veut question. pas dire que, bien sûr, il est légitime de manger tous les jours, d'avoir un toit, etc. Bien sûr, ça c'est. Après, vous avez eu des tas de théories dont on n'a pas parlé, mais quand même celle de Maslow, par exemple, la pyramide de Ouais. Maslow, dans laquelle on a cherché à donner. Il y a des choses intéressantes dans le point de vue n'est jamais que la vue d'un point, comme me disait un vieux moine, mais c'est toujours éclairant d'avoir d'écouter. Et l'idée voilà, il y a des besoins de base qu'il s'agit en effet il s'agit d'y trouver des réponses. Donc vous avez besoin de manger, vous avez besoin aussi de sécurité. Les gens parlent beaucoup de sécurité Bah, aujourd'hui. aujourd'hui, c'est l'un des critères, hein, je Voilà, crois. et après, une fois que vous avez passé ces étapes, vous avez besoin d'autre chose. Et moi, souvent, les gens peuvent me dire, j'ai eu une vie privilégiée, donc j'ai pu faire ces choix. Et les gens ont tout à fait raison de me dire ça. En attendant, je pense que les gens qui arrivent à un certain point dans leur existence, une fois qu'ils se sont prouvés ceci, cela, qu'ils ont pu expérimenter tel et tel plaisir, ils se posent quand même des questions qui sont des questions centrales. C'est qu'un jour, je vais mourir. Autour de moi, j'ai des gens. Et est-ce que la question n'est pas comment rendre les autres heureux? Moi, pour moi, si vous voulez, c'est ça. Moi, si j'avais à conseiller quelqu'un, je leur dirais, moi, ma recette personnellement, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me rende heureux, moi, bien sûr, je dois me respecter, il y a des choses qui me sont absolument nécessaires. Mais arrivé à un certain point de mon existence, il y a des tas de gens autour de moi et je ne peux pas être heureux si les gens sont malheureux autour de moi. Donc, que puis-je faire avec les talents qui sont les miens, avec les occasions, les opportunités qui sont les miennes? Comment puis-je faire pour rendre les gens autour de moi heureux? Ça peut être dans votre milieu de travail, ça peut être dans des associations, votre quartier, votre famille, vos amis. Et ces occasions sont innombrables. Et pour moi, la recette serait plutôt celle-là. Est-ce que la quête de sens est une bonne maladie? Parce que c'est presque devenu aujourd'hui une obsession, hein, pour les jeunes. On connaît ce phénomène du quiet quitting, de la démission douce, de lente. Enfin, vous voyez, Ouais. on en a déjà parlé suffisamment dans cette émission en quête de sens. Mais Gilles Payet, vous entendez tous les jours ce terme. Moi, je veux du sens. Alors, en même temps, c'est très positif. La preuve, l'émission s'intitule En quête de sens. Donc, je vais pas dire le contraire. En revanche, il y a l'obsession de cette quête de sens, jamais inassouvie, quoi. Jamais, enfin, cette soif de sens. Et peut-être que c'est parfois un peu démesuré. Point d'interrogation, quel est le problème en fait? Alors, je ne sais pas si c'est démesuré. En tout cas, c'est un sujet complexe, c'est-à-dire la quête de sens, c'est-à-dire la quête de la direction. On pourrait dire que le sens est une direction. Donc, où vais-je, vers où vais-je, ce qui est un cadre rassurant. Si je ne sais pas où je vais, où je peux aller, puisque pour les jeunes, vous évoquez les jeunes, et je m'adresse moi en tant que sophrologue Ouais. exclusivement aux jeunes. Mm. Donc, c'est ce questionnement du sens, je l'ai sous plein de façons, y compris avec des jeunes qui sont en dépression. Il y en a de Y plus en compris plus. avec des jeunes qui ne vont pas bien. On évoquait le burn-out du monde du travail, mais le burn-out des études, ça arrive. Tout ce qu'on a vécu sur les 4-5 dernières années
Il y a une augmentation phénoménale, mais je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est facile à retrouver, du taux des décrocheurs, Ouais. c'est-à-dire les enfants qui ne vont plus à l'école, Ça tout fait 15 simplement. émissions Quête de Sens, là. Bon, Mais c'est ça. bah, Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la ça vie. fait plein de sujets pour nos Ah auditeurs, oui, pour vos auditeurs. Exactement. gros sujet. Ouais. C'est compliqué. Donc, la quête de sens est une aspiration naturelle parce qu'on va mal, si on est perdu, si on ne sait pas où aller. Donc, ça, c'est une Mais première est-ce que ça raison. rend heureux? Le sens? Ouais, forcément. Ah, je pense, moi, que ça rend heureux. Le sens, alors, c'est peut-être pas la direction, c'est peut-être une notion un peu plus riche, de savoir. Moi, j'aime bien, vous avez cité quelques philosophes, Marie-Ange. Le meilleur conseil, presque de développement personnel ou de développement existentiel, qui vient de nos philosophes de l'Antiquité grecque, c'est Socrate, c'est le connais-toi toi-même Ouais. et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est la fin de la phrase. Alors, ce n'est pas une phrase de Socrate, hein, c'est une maxime qui était inscrite sur le fronton du temple de Delphes, mais que lui a popularisée. Euh, et la connaissance de soi, c'est la connaissance de qui l'on est, avec ses talents, avec ses absences de talents, avec ses connaissances, avec ses absences de connaissances, avec ses vitesses et avec ses lenteurs, avec évidemment ses qualités et ses défauts. Et c'est la première étape pour moi, c'est-à-dire la quête de sens ou le bonheur, c'est effectivement ce que vous évoquiez, c'est d'abord être à peu près au clair, même si c'est compliqué, hein, une fois que j'ai dit ça, c'est compliqué, à peu près au clair sur ce que j'appelle nos environnements favorables, c'est-à-dire les environnements qui vont plutôt magnifier, qui vont plutôt mettre en pratique qui nous sommes avec nos qualités, nos talents, notre empathie s'il s'agit d'aider les autres, et puis les environnements défavorables, c'est-à-dire là où on va plutôt être malheureux, là où on va être dans le rouge, là où peut-être on va risquer un burn-out parce qu'on on sera pas, comment dirais-je, outillé en termes d'atouts personnels, qualités, compétences, talents, etc. Et c'est cette connaissance de soi, je trouve, qui est un bon levier, en tout cas, pour aller plutôt vers des zones, ce que j'appelle favorables, que j'appellerais pas bonheur, enfin, on peut les appeler bonheur, parce que je sais que je serai utile pour les autres, je serai utile pour moi-même, j'exprimerai finalement le meilleur de moi-même en tant qu'être humain. Voilà. Je pense que c'est un bon levier, en tout cas, pour tendre vers le bonheur. Et ça peut donner un sens à sa vie que d'être cette fameuse pierre dans l'édifice, comme on dit, c'est-à-dire d'être équilibré soi-même, à peu près OK sur le bonheur, sur avoir des moments de vie heureux, d'avoir un petit peu plus de joie peut-être que d'autres personnes, et être en capacité aussi d'être un acteur dans la société, de faire du bénévolat. Si ce n'est pas du bénévolat, vous voyez, en tant que coach, en tant que sophrologue, ce qui me met en joie, Marie-Ange, puisque je ne m'adresse pour la sophrologie qu'aux jeunes, c'est des jeunes qui vont mieux, c'est de donner des outils pour mieux gérer des émotions négatives, par exemple, qui vont permettre à ces jeunes, peut-être toute leur vie, de vivre mieux certains moments qu'ils auraient vécu de façon un peu plus difficile s'ils n'avaient pas eu ces outils. Donc là, on parle d'outils, on quitte la philosophie, on se recentre sur la vie de l'instant, je dirais, avec Qu'est-ce les qui les casse, difficultés à ces gérer. jeunes? C'est l'anxiété, l'incertitude. Qu'est-ce que c'est, Je selon trouve qu'il y a vous? beaucoup de choses alors je vais ouvrir des portes ouvertes, bien sûr. Je trouve que Internet est un outil absolument fantastique, mais un outil absolument démobilisateur. Je vais vous citer un cas enfin un cas majeur, très déroutant pour les jeunes, et en particulier pour les jeunes filles, qui est le sujet de l'estime de soi, attaché aux réseaux sociaux, où on accepte de s'aimer soi-même. Donc l'estime de soi, c'est la vision que j'ai de moi-même, pareil avec mes capacités, etc. Et c'est le regard que je porte sur moi. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? C'est une réunion entre moi et moi. Est-ce que je m'apprécie? Est-ce que je m'estime suffisamment belle, bonne, etc. Les réseaux sociaux sont basés sur le fait de l'image, enfin de produire une image qui va être appréciée ou pas par les autres. Plus vous avez de vues, c'est-à-dire de personnes qui voient vos publications, que ce soit du texte, des images, des vidéos ou autre chose, des réalisations graphiques ou autres, et plus je serai contente. Je dis contente Contente. parce que c'est un Pas sujet heureuse. majoritairement féminin, pour les jeunes filles en particulier, sur l'estime de soi en particulier. Plus j'aurai de likes de personnes qui m'envoient des j'aime ta photo, j'aime ta vidéo, j'aime ta prose parce que tu as écrit quelque chose qui me plaît. Et c'est profondément destructeur, et je trouve qu'on crée une génération, enfin d'ores et déjà elle est créée, puisque c'est pas nouveau, hein, ça, je dirais les réseaux sociaux de façon très forte, ça a 4, 5, 6 ans, ça existait avant, mais de façon très majoritaire, ça a 4, 5, 6 ans. C'est très destructeur parce que ça vous coupe en fait de l'autonomie qui est la vôtre, de vous apprécier malgré le regard des autres.
et votre regard dépend de celui des autres. Ouais. Et ça va, ça vient, les j'aime pas. Un jour, vous avez 217 likes, le lendemain, vous en avez que 89, et ça va pas, Ouais. le lendemain, quand vous n'en avez que 89. Qu'est-ce que j'ai fait pour Donc, massivement, vous me posiez la provoquer ça? question sur la génération. C'est compliqué de répondre à cette question, mais Ouais. sous l'angle de l'estime de soi, d'arriver à avoir une estime indépendante du regard des autres, je trouve qu'Internet fait des ravages. Si vous rajoutez à ça Parcoursup, qui est le même supplice Aïe, aïe, aïe. chinois, c'est-à-dire que pour mon avenir professionnel, pour mes études, il faut que je regarde tous les jours mon petit écran pour savoir si j'étais accepté, si je suis monté un petit peu ou Non, mais c'est une redescendu. œuvre sadique, cette Voilà, donc, affaire. non, Moi, mais c'est j'aurais intéressant parce que détesté c'est à un peu la vivre, même logique aussi, et en effet, ça crée beaucoup d'anxiété. Et Enfin, c'est comme ce que si je c'était constate. déjà, si on te barrait des routes d'office un petit peu. Moi, je trouve que mais Ouais, et les puis jeunes sont très, très courageux. c'est Bravo tous les les jeunes jours. qui nous écoutez. Moi, je vous embrasse, je vous soutiens. Vraiment, je vous auréole presque, vous voyez. Jean-Jacques Rousseau, il n'y a point de bonheur sans courage. Bon, ni de vertu sans combat. Il y a une citation de Sénèque que je soumets à votre sagacité, messieurs. On ne peut être heureux quand on ne vit que pour soi, quand on rapporte tout à son propre intérêt. Ou on ne vit vraiment pour soi qu'en vivant pour un autre. Alors ça, c'est quand même intéressant, parce que vous disiez que le bonheur, faire le bonheur des autres, chercher à faire le bonheur des autres ou d'un autre, parfois, c'est pas si simple à répondre, à trancher, parce qu'un bonheur gratuit, détaché de, par exemple, l'amour amoureux, ou je veux tout faire pour ma douce, ou ce futur prince charmant, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est pas le même. Et pourtant, on se donne à l'autre, enfin, on essaye de tout faire pour que l'autre ou l'autre soit heureux. Et pourtant, ça semble pas tout à fait la même chose que le bonheur pour les autres. Ouais, mais c'est jamais simple, et je dirais que pareil, dans la tradition juive et chrétienne, et je dirais dans les traditions humanistes qui tiennent debout, la grande question, c'est le discernement, et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui est un art ou un artisanat, c'est pas une science exacte, et c'est donc difficile c'est à l'époque scolastique, on créait des cas d'école, et puis on discutait à perte de vue sur le sexe des anges. Je pense que dans la vraie vie, en effet, compte tenu d'un certain nombre de circonstances, de situations, c'est pas la même chose. Si vous avez un époux, une épouse dépressive, vous n'allez pas faire la même chose que si vous avez quelqu'un qui va très bien. Et donc, il faut toujours essayer de choisir quelles sont les attitudes appropriées. Je pense que le critère, c'est quelque chose d'un peu difficile à définir intellectuellement, mais je pense que y a-t-il du vent dans les voiles, si vous voulez. Est-ce que dans vos décisions, vous avez l'impression d'être porté par une force créatrice, une paix intérieure, une joie? Il peut y avoir aussi des inquiétudes momentanées, parce que quand on prend des décisions, on peut tout à coup avoir un peu peur, mais il y a tous ces éléments-là. Il y a des éléments qui sont plus rationnels, plus objectivables, et on avance à tâtons. Je pense qu'il faut être assez humble par rapport à ça. Il n'y a pas des maquettes ou des recettes toutes faites pour être heureux ou rendre les gens autour de soi heureux. Ce que je pense quand même, c'est qu'il y a une évolution globale. On parle d'Internet. Je pense que je mentionne ça dans mon dernier livre, c'est que quelque chose de très paradoxal, et on voit qu'il y a des gens qui prennent des positions un peu extrêmes sur ces deux sujets, qui sans doute sont vrais des deux côtés. C'est qu'à la fois, vous avez un sentiment de communauté planétaire, puisque grâce aux moyens de communication, donc on mentionnait Internet, maintenant, vous savez, les jeunes, ils ont leur cerveau dans la main, ils ont leur smartphone, dans lequel ils ont des tonnes d'informations immédiates, mais on peut vous parler de la Chine, du Moyen-Orient, on en parle tous les jours, de l'Ukraine, etc. Donc on a tout ça. On peut y être indifférent, les gens qui meurent en Méditerranée. Et en même temps, je prenais tout à l'heure les transports en commun. Chacun est dans son univers, dans sa bulle, à écouter de la musique, regarder un film ou parler à quelqu'un. Donc il y a à la fois quelque chose de très individuel et en même temps quelque chose de très collectif. Et il s'agit de mettre tout ça ensemble. D'harmoniser tout ça. Voilà, à la fois dans nos micro-communautés, les familles, les quartiers, etc. Et à la fois en France. Et voilà, exactement. Donc, écoutez, c'est quelque chose de difficile. Je me rétablirai, peut-être que je réfléchirai à ce que vous venez de dire. Juste avant, nous écoutons Kali. C'est quand le bonheur, et c'est quand les recettes aussi, pour éviter de tomber malade tous les mois, auditeurs, auditrices qui nous écoutez, je fais appel aux médecins de tous bords, de toute région, car je n'en peux plus d'être malade tous les mois. Voilà, à tout de suite. Et voilà, c'est quand le bonheur? Et bien justement, nous sommes là pour en parler avec mes deux invités qui sont sur Radio Notre-Dame et RCF Henri Quinson,
qui est écrivain, membre fondateur de la Fraternité Saint-Paul, qui a eu 10 vies, non je plaisante, en une, 7 un peut-être. parcours de vie étonnant. Allez, 7, on y va. Et l'homme devint Dieu, la joie, la spiritualité pour un monde adulte aux éditions du Passeur qui est sorti il y a quelques temps mais qui est un intemporel. Gilles Payet est également avec nous, lui qui est sophrologue, coach et conférencier et qui a publié de son côté 365 jours pour prendre soin de moi aux éditions ESF. Alors il y a encore beaucoup de choses à évoquer, messieurs. Ouh là 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 là, par quoi continuer cette conversation. C'est vrai qu'à l'instant, on parlait de... Peut-être, Gilles Payet, avez-vous un avis à donner là-dessus? Est-ce que vous trouvez que... Je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas. Alors, je ne suis pas croyant, non. D'accord. Gilles Quinson, on va vous soumettre quand même cette espèce de constat que vous faites dans la... Attention, on n'est pas là pour taper sur les auditeurs que nous chérissons, catholiques. Nous, on aime tout le monde ici, on aime absolument tout le monde. Et vous le savez maintenant, en nous écoutant régulièrement. Je suis moi-même Henri chrétien Quinson. catholique, je précise. Voilà, lui-même qui est non pas un hérétique, mais un catholique. Alors, Henri Quinson, c'est vrai que c'est compliqué cette histoire de plaisir. On n'en a pas beaucoup parlé finalement. Le rapport au plaisir chez les cathos n'est pas simple. Pourquoi? Simple. Enfin, dans l'histoire du catholicisme français, en tout cas, vous avez la période janséniste, Oui. à l'époque 19e. du célèbre Pascal. Voilà, et donc il y avait un rapport, si vous voulez, au corps, au plaisir, dans lequel une espèce de crainte et une Méfiance. une difficulté comment dire, à offrir et surtout vivre une synthèse entre, vous savez, votre corps a le droit d'exulter, le plaisir n'est pas mal en lui-même. Donc comment est-ce qu'on ordonne Ouais. l'amour de facile, Dieu, hein. l'amour du prochain, et dedans il y a l'amour dans le couple, dans laquelle il y a la sexualité, qui est un plaisir, etc. Et ça, je pense qu'il y avait une anthropologie parfois qui était un peu écrasée, dont on revient certainement, mais si vous voulez, entre ceux qui dénoncent aujourd'hui la tyrannie du plaisir, et elle existe, c'est-à-dire cette quête effrénée du plaisir immédiat et qui devient une addiction, et puis le refus total du moindre plaisir, c'est-à-dire on mange parce qu'il faut manger, mais surtout il ne faut pas éprouver de plaisir Ouais. à manger. Voilà, et je mentionnais pendant la pause que dans les évangiles, ça surprend souvent dans les milieux chrétiens. Pourtant, moi je suis un lecteur assidu de la Bible, mais il y a un verset dans lequel il est dit de Jésus, dans les milieux juifs de l'époque, que c'était un glouton et un ivrogne. Ça ne veut pas dire qu'il était un glouton et un Pas ivrogne, retenir mais, cette phrase. mais on le critiquait parce qu'il passait son temps à manger avec les publicains et les pécheurs, et qu'il osait fréquenter même des prostituées, non pas pour comme clients, mais parce que il disait que, notamment cette phrase, les prostituées arriveront devant vous au paradis. oui, Vous voyez, c'est donc vrai. des choses qui paraîtraient très choquantes Ouais. pour ceux qui ont une vision très, très, comme je vous dis, très janséniste Presque la- puritaine, d'une certaine voilà, façon. puritaine. Et puritaine, vous trouvez sens le américain. puritanisme effectivement dans les confessions protestantes. Donc voilà, il y a en effet une juste articulation à avoir entre plaisir, bonheur, la relation aux autres, la relation aussi à soi-même. Ouais. On parlait tout à l'heure de mésestime. Pareil, les 7 péchés capitaux qui datent d'un moine qui s'appelle Évagre le Pontique sont devenus un truc. Bon, alors la gourmandise, j'ai connu ça moi-même avec ma grand-mère américaine, où voilà, la gourmandise c'est pas bien, donc un seul chocolat, pas 3. Et ça, c'est dérisoire. Si C'est vous ce que voulez. j'apprends à ma fille. Bah mince alors. Pour un médecin aujourd'hui, la question de la gourmandise, c'est est-ce que vous êtes boulimique ou est-ce que vous êtes anorexique? C'est de la maladie. C'est ouais. des pathologies. vous voyez. Pathologique. Et au Ouais. milieu, vous n'allez pas non plus passer votre journée à vous demander est-ce qu'il fallait prendre 1 ou 3 chocolats. Ah, détendez-vous. Ouais. Détendez-vous, il l'a dit. Enfin, bah ça fait une bonne piste. Moi, j'aime bien cette réponse à la question posée au début de l'émission. Gilles Payet, alors peut-être une réaction d'abord. Est-ce que vous partagez ce point de vue d'abord au niveau de la société française, vous qui recevez justement ces jeunes générations? Qu'ont-ils comme rapport avec le plaisir? C'est intéressant ça. Alors, un rapport qui parfois est addictif. Donc, Vous l'avez dit. toujours pareil, entraîné par les réseaux sociaux, entraîné par ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui sont des sujets d'addiction phénoménaux, mais pas que pour les jeunes, hein. Il ne faut pas se cacher. Je pense que vos éditeurs aussi sont dans des phénomènes d'addiction également, parce que ça nous concerne tous. Absolument. Soit c'est les petits chats, soit c'est les plaisirs sexuels qui sont la première source de consultation sur Internet dans le monde. Les premiers sites ne sont pas les sites d'information, sont Non. les sites pornographiques. Donc c'est vrai pour les adultes, c'est vrai, et là à nouveau, c'est une catastrophe sur la construction intellectuelle, Affective. la vision de la femme par les garçons, la vision des hommes par les filles, etc. Au travers de la pornographie, ça donne des déconstructions qui vont certainement pas vers le bonheur, donc le Ouais. plaisir en excès.
Vous évoquiez Sénèque, vous évoquiez, finalement les courants philosophiques. Épicure a Ouais. défini, parce que le plaisir finalement, c'est la satisfaction d'un désir ou d'un besoin. Ça, c'est la résultante. J'ai plaisir, je ressens une émotion de plaisir parce que je satisfais un besoin ou un désir. Et Épicure a défini, et ça rejoint le propos d'Henri Quinson, a défini 3 niveaux de désir. Les désirs naturels nécessaires, boire de l'eau parce que sinon je vais mourir si je ne bois pas de l'eau, manger suffisamment parce que sinon je ne mange pas suffisamment, je meurs. Donc on se rappelle de la pyramide de Maslow qui a été évoquée, donc qui tend aussi vers cette explication-là. Le deuxième désir, c'est les désirs naturels mais non nécessaires, qui pourraient être de manger un mets raffiné, par exemple. J'en ai pas besoin pour survivre, mais donc c'est un On est besoin d'accord. naturel, c'est quand même manger, mais non nécessaire parce que c'est pas Indispensable nécessaire, à la vie. ça n'est pas vital. Et puis tous les besoins non naturels et non nécessaires. Et quand on regarde la consommation, notamment des jeunes, mais pas que, j'insiste sur le pas que, parce qu'il ne faudrait pas penser qu'il n'y a que les jeunes qui sont On est en bien d'accord. addiction, Oui, que oui, les oui. jeunes, etc. Évidemment non, mais sauf que les jeunes, moi j'y suis sensible parce que je suis papa, parce que je suis sophrologue et je m'adresse qu'aux jeunes, mais ça concerne les adultes aussi. Je constate que tout ce qu'il y a sur Internet, ou une grande partie, ce sont des besoins. Si je reprends la terminologie épicurienne, ce sont des besoins non naturels et non nécessaires. De Mmh. regarder des petits chats toute la journée, c'est non naturel, non Ouais, il y a un nécessaire. problème. De regarder de la pornographie toute la journée, c'est non naturel et non Et les nécessaire, séries, etc. pas terrible non plus, quoi, au bout d'un moment. Ça peut Alors, être nourrissant pour certaines d'entre alors, elles, ça peut être mais nourrissant, mais quand vous passez 5, 6, 7 heures par jour, parce que c'est ça le sujet, Ouais, ouais, 6 heures de, par jour. Ouais, oui, ouais. absolument. À regarder des séries, c'est ce qu'on appelle le divertissement. Donc, quand vous êtes, entre guillemets, endormi, c'est-à-dire votre cerveau, de regarder une série, c'est assez passif. C'est-à-dire que ça nous procure effectivement du plaisir, surtout si on aime bien les acteurs, si on est comment dirais-je, on attend avec impatience la série, l'épisode numéro 21 après le numéro 20. Parfois, on est glouton. On est comme, je reprends le Voilà, terme ouais, tout à fait. que vous avez Comme cité, Henri, Jésus! on est glouton, c'est-à-dire on n'attend pas la série suivante, Ouais. c'est-à-dire on se fait 5, 6 épisodes d'affilée. L'excès, selon Épicure, ne conduit pas au bonheur. Ouais. Et finalement, l'épicurisme, qu'on appelle Mal les compris. épicuriens, Ouais. c'est la maîtrise, en fait, c'est la maîtrise de la satisfaction. C'est-à-dire, effectivement, c'est 1 ou 2 ou 3 morceaux de chocolat, on ne tombe pas dans l'excès. Mais c'est surtout pas la tablette entière. Enfin, si, Non. on pourrait dire la tablette entière, mais si derrière vous avez une crise de foie, Ouais. C'est je suis d'ailleurs pas sûr que ça intéressant soit un parce que bon les pari. épicuriens, enfin le Peut-être pour ça courant que je suis épicurien est peut-être que souvent, je tombe malade. souvent caricaturé. Les gens s'imaginent que c'est des gens qui sont à fond pour Non, le pas du plaisir, tout. mais non, alors Pas qu'en du fait tout. c'est une Absolument. modération. Non, c'est En souvent mal latin, c'est le compris. seul mot latin que je connaisse, in medio stat virtus, la sagesse se situe au milieu. C'est beau. Donc il y a cette idée de modération qu'on trouve beaucoup dans la règle de Saint-Benoît, moi qui ai été 5 ans à monastère sous la règle de Saint-Benoît. Donc il y a beaucoup dans toutes ces traditions, et c'est pareil, les 7 péchés capitaux, il y a toujours l'excès d'un côté, mais aussi l'excès de l'autre. Malheureusement, souvent on parle que de l'un ou de l'autre. Par exemple, l'orgueil, on parle de l'orgueil, mais on parle pas, je parle de la tradition catholique, aujourd'hui sans doute on le fait, mais jadis on ne parlait pas beaucoup de la mésestime de soi, qui est un Pas du énorme tout. sujet. Pas du Énorme tout. sujet. On Voilà, parlait que et d'orgueil, voilà. justement. Donc il y, Excès y a d'orgueil. celui qui se la pète, comme on dit, Ouais. mais il y a aussi celui qui se dit je suis nul. Ça, Ouais. je peux vous dire que je l'entends souvent. J'imagine que Gilles aussi. Donc voilà, c'est une question de juste équilibre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on arrive à arriver à une juste articulation, si vous voulez, entre l'homme. L'homme est à la fois un être de chair et de sang, donc il y a un aspect en effet biologique, et vous avez des éléments génétiques dont vous n'avez pas forcément la maîtrise. Mais Ouais. grosso modo, nous suivons, sauf accident, maladie, etc., des stades de développement précis, et nous arrivons à une taille adulte, nous passons à travers différentes étapes psychomotrices. Donc tout ça est à respecter et il faut l'accompagner de manière harmonieuse. Et puis après, et donc des composantes psychologiques aussi, vous ne mettez pas la main dans le feu parce que ça brûle, etc. Il y a des espèces d'automatismes. Et après, il y a la dimension spirituelle, et je dis ça sans forcément que les personnes adhèrent à une dimension confessionnelle ou explicitement religieuse, mais une dimension spirituelle au sens où il y a une fine pointe difficilement définissable de l'homme dans laquelle il va exercer sa liberté, même si je sais que c'est un débat à contester pour ceux qui croient en l'homme neuronal où tout est écrit d'avance, mais où on n'aurait pas vraiment de libre arbitre. Mais il y a deux faits, si vous voulez. J'entends beaucoup aujourd'hui l'homme n'est qu'un animal parmi les autres, mais je réponds toujours en disant quand un animal ira sur YouTube pour expliquer qu'il est différent de l'homme, je commencerai à vous croire. En effet, nous avons
quelque chose qui... Nous faisons partie de la nature, mais en même temps, nous avons une capacité de nous modifier historiquement en faisant des choix de société, etc. Et qui sont largement liés à cette question du bonheur, puisque tout le monde souhaite être heureux. Alors c'est vrai que dernier point à aborder avec vous, messieurs, le temps presse malheureusement, c'est comment je me raconte. Alors ça, c'est quand même Oui. pas une mince affaire, Gilles Payet. La façon dont on se raconte peut déterminer le degré, l'échelle de bonheur d'une vie, hein, finalement. Complètement. C'est ce que j'évoquais en tout début d'émission, c'est Moi, notre j'étais regard. malheureuse, j'étais malheureux. C'est notre regard sur nous-mêmes, sur notre Notre parcours. environnement, notre parcours, mais surtout notre regard en réalité. C'est-à-dire, je peux avoir un parcours que vous qualifieriez de malheureux, mais moi, si je le vis de façon heureuse, parce que j'ai un point d'observation qui est différent du vôtre, c'est aussi tout le thème très riche de la résilience. C'est-à-dire, je vis quelque chose objectivement de difficile, un deuil, une séparation, un burn-out ou autre. Je peux, sur cette situation, avoir un point de vue. Je parle de point de vue, c'est-à-dire le point d'observation, Ouais. la juste distance de la situation et trouver une opportunité dans cette situation. Et c'est tout le sens, vous savez, on l'a appris avec la pandémie, le mot crise, la signification, on va retourner vers la Chine. C'est rebond, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire ces deux idéogrammes, le premier signifie crise au sens occidental du terme et le deuxième signifie opportunité. Ouais, et Dans j'ai toute envie crise, dans toute situation malheureuse, si mon regard se porte d'une certaine façon, je peux y voir une opportunité. Ouais. Et donc une satisfaction. Et Je crois que vous peut-être avez du bonheur. presque répondu à cette question. Réquinson en 15 secondes, non? Sinon, Idem, dans la messe est dite. dans la tradition juive, c'est vraiment la relecture. La Bible n'est qu'une série de relectures d'événements historiques. En effet, à la lumière d'une foi, d'une espérance. Et pour les chrétiens, ça se termine par une énorme catastrophe, puisque celui qui était censé être le Messie d'Israël meurt Boum, sur la crucifié. Donc non seulement c'est horrible, mais en plus, dans la tradition juive, ça veut dire qu'il est maudit. Donc c'est la catastrophe absolue. Et on arrive, par une relecture, d'y trouver espérance, en l'occurrence à la résurrection, pas tellement le fait que Jésus soit ressuscité, comme j'aime à le dire, Eh mais bien, qu'il soit ressuscitant, car c'est ça le plus allez, important. avant Noël, merci Henri Quinson, Gilles Payet, merci messieurs pour cette bonne nouvelle, si je puis dire. Exactement. Merci Très à important. vous, bonne soirée à tous les auditeurs et merci à Guillaume Nogueret pour avoir réalisé l'émission ainsi qu'à Jessica Vianini pour l'avoir préparée.